Salut à tous. La climatologie est une science totalement récente qui remonte au XXe siècle, en fait, qui a seulement quelques dizaines d'années. Il n'existait aucun manuel de climatologie au sens où on l'entend aujourd'hui il y a encore très peu de temps. Par exemple, moi, quand j'étais petite et qu'on me parlait de climat à l'école, c'était bien, en fait, pour la classification des climats. C'est-à-dire, on m'expliquait qu'il y avait en France un climat continental, un climat océanique et un climat montagnard. Voilà la première approche qui m'a été faite du climat, et je pense que moi j'ai 40 ans, donc quand j'étais petite, c'était juste ça le climat. C'était en fait un ensemble de données moyennes relatives à un lieu géographique. En fait, c'était ça le climat pour moi. L'idée de climat mondial, elle est apparue vraiment il n'y a pas très longtemps en fait. Quand on parle de climat océanique ou climat montagnard, c'est sur un même territoire national en France où on a des climats différents. Et l'idée qu'il existe un climat global va aussi, en fait, je pense, avec cette mondialisation en première instance commerciale. Et il n'est pas étonnant de voir cette généralisation ou cette émergence d'une pseudo-science du climat en même temps qu'il y a une mondialisation des marchandises et de la circulation des personnes aussi. On fait aussi bien circuler les marchandises que les personnes avec différentes migrations qui sont organisées. On va parler de réfugiés climatiques, par exemple, qui est une sorte de euphémisme pour parler de déportation massive des migrants, puisque vous savez que il y a des instances internationales qui se sont fait toper en train d'organiser des circulations de migrants ou des organisations y compris nationales. On a eu une histoire avec la consul de France qui vendait des bateaux pneumatiques. On a eu des histoires avec des ONG plus ou moins en cheville avec tel ou tel qui font passer, en fait, qui deviennent passeurs, carrément passeurs officiels. Je m'arrête là pour ce sujet précis. Donc, de nos jours, le climat lui-même s'est mondialisé, il a suivi le mouvement commercial, le flux des marchandises et des personnes, et il a décidé aussi de se mondialiser. Comme si vous voulez, le présupposé, c'est que les moyennes climatiques sur la Terre ont une valeur quelconque, nous indiquent quelque chose, ont un sens en fait, une signification. Donc, il y a quelques dizaines d'années, le climat, c'était une description d'événements locaux, j'allais dire, et depuis peu, c'est devenu un phénomène mondial qui est entièrement symbolisé, représenté comme une icône, avec ces fameuses courbes de température. Mais je vous disais que la climatologie est une science tout à fait récente. Les manuels n'existaient pas il y a encore très peu de temps, quelques dizaines d'années aussi. Les climatologues n'existaient pas il y a encore quelques dizaines d'années. C'est une discipline qui s'est fabriquée, en fait, qui a émergé en même temps que des nécessités politiques. Disons que cette invention de la climatologie est née à peu près, à ma connaissance, à la même époque ou suite à ce genre de rapports qui ont été rendus publics. Un rapport du Club de Rome, le rapport Meadows, qui annonçait, qui déclenchait la mise en place du développement durable et de la propagande pour le développement durable. Cette théorie parle de croissance, de limite à la croissance, et donc
préparait déjà à l'époque de ce qu'aujourd'hui on appelle la transition énergétique, qui est le passage à une nouvelle forme civilisationnelle où tout va passer par l'électricité et le courant porteur en ligne. Bon, bref, une nouvelle façon, si vous voulez, de gérer les masses. Par une surveillance accrue et par tout un tas de smart trucs partout en permanence qui vont mesurer, évaluer, algorithmer notre vie. Donc naît cette idée d'un monde avec des ressources limitées et donc un monde qu'il va falloir, comment dire, cette idée que nous vivons dans un monde avec des ressources limitées, c'est-à-dire qu'un jour il y aura plus d'eau, par exemple, on nous dit ça, ou on nous dit qu'un jour il y aura plus d'animaux sauvages, ou qu'un jour il y aura plus d'insectes, par exemple, il y aura plus d'abeilles. Cette idéologie, je pense, a pour but de mettre en place une forme de rationnement, comme on pouvait avoir des rationnements pendant la guerre, parce que je pense que les guerres aussi sont des moyens de rationner les peuples. Le but, disons que ce qu'on prend pour une conséquence malheureuse, qui est le rationnement, est sans doute une des raisons même de la guerre, une raison économique, puisque l'organisation du rationnement permet de faire augmenter les prix. Donc dans des moments où tout devient trop peu cher, il est bon pour certaines personnes de déclencher des guerres et de vendre aussi des armes en passant, qui est aussi un autre commerce très lucratif, où j'ai déjà pu entendre un spécialiste de la géopolitique expliquer que quand il n'y a plus assez de guerre, les marchands d'armes en créent parce que c'est leur business tout simplement. Donc faut pas s'attendre à autre chose en fait. Je reviens à mon climat, les limites à la croissance. Donc ce rapport Meadows a donc calculé que le monde, comment dire, comme si la nature ne se régénérait pas, comme si des cycles n'existaient pas, comme si des variations dans les populations animales étaient impossibles, comme si des variations dans la météo étaient impossibles. Donc, ce rapport Meadows a décidé de mettre en avant l'idée que un jour, certaines ressources disparaîtront pour toujours et à jamais. De la faute des êtres humains, de notre faute, la faute des hommes. Alors après, la culpabilité de l'homme étant posée, il va falloir apporter des documents au dossier pour expliquer en quoi l'homme serait responsable des variations dans les populations animales, des variations dans les glaciers, etc. Est-ce que c'est pas non plus exagérer la puissance humaine que de se dire que nous avons un impact sur un climat qui serait global à la planète? Pendant longtemps, l'humanité s'est plutôt sentie victime des éléments, parce qu'on ne parlait pas de climat, mais on parlait plutôt de déchaînement des éléments. Et quand les populations humaines se sentaient dépendantes de ces éléments, en tout cas subalternes à ces éléments, incapables d'avoir une maîtrise sur les éléments, malgré quelques tentatives, comme on peut voir dans le chamanisme, pour faire pleuvoir ou pour apporter le soleil. Il y a toujours eu un rapport, une sorte de rapport religieux de l'homme au climat, puisque on est dans un rapport de soumission des créatures sur Terre aux éléments, à la nature, à Dieu en réalité, en dernière instance. Cette idée que nous pouvons avoir un impact aussi bien négatif que positif sur le climat
est d'une grande naïveté à notre époque au XXIe siècle, je pense. Disons que nous sommes devenus peut-être plus naïfs encore que les anciens, qui eux étaient en contact direct avec les éléments. Nous, citadins, aujourd'hui, on ne regarde plus le ciel, on ne voit pas les étoiles, on ne voit pas la lumière réelle, on n'est pas en prise avec les éléments, on est bien protégé, on ne cultive plus, etc. Les anciens faisaient tout ça et avaient une connaissance empirique très poussée de la météo, des éléments. Encore aujourd'hui, les gens qui cultivent ou qui sont proches de la nature ont gardé ce rapport à l'intuition météorologique, j'allais dire. Donc il y a toujours eu un aspect spirituel dans notre rapport aux éléments, à la météo, à ce que nous dirions aujourd'hui, à ce que nous appelons aujourd'hui climat sans aucune raison. Aujourd'hui encore, on tente de conférer une dimension magique à la signature d'un traité ou un événement médiatique où on prétend résoudre des problèmes fabriqués, donc, en publiant des livres, en vendant beaucoup de livres, beaucoup de conférences, beaucoup de solutions plus ou moins vagues d'ailleurs. Il faut se pencher aussi, je pense, sur les fondations de nos croyances vis-à-vis d'un réchauffement climatique anthropique dont nous sommes bombardés à longueur de journée. Depuis des mois, nous sommes conditionnés à intégrer le fait que le climat se réchauffe et qu'il faut des mesures restrictives de liberté. Il faut restreindre des libertés. Voilà ce qu'on nous rentre dans le crâne depuis des mois. Et tous les jours, je le vois. C'est pour ça que je réagis aussi assez lourdement sur la question. Je ne suis pas spécialiste du climat, mais ça fait plusieurs fois que vous m'envoyez parler sur ma chaîne parce qu'il s'agit, toute cette opération doit certainement avoir un nom de code militaire. Je dis ça sans rire, quoi. Et il y a une coordination totale, hein, en tout cas de certains réseaux, pour faire passer cette idée que le climat est dû à la faute humaine, hein, c'est de notre culpabilité. Ce sera donc à nous de payer, de faire un sacrifice. On est dans un domaine quasiment religieux, encore une fois. Donc sacrifice, c'est un terme religieux. On nous demande de faire des sacrifices et surtout des sacrifices de liberté individuelle. Parce que dans notre esprit, on va dire oui, c'est bien, on va faire payer les autres. On va faire payer les autres et c'est la liberté des autres qu'on va restreindre. Celle des entreprises, celle de ceux qui se font de l'argent. Non, non. Les grosses entreprises, celles qui se font de l'argent, elles ont déjà leur VRP, elles ont déjà leurs avocats, elles ont tout ce qu'il faut pour défendre leurs intérêts. C'est donc nous les technos, qui allons payer de nos libertés et accessoirement de nos deniers, mais ça c'est pas le plus grave encore, puisque des taxes, des écotaxes, on en a déjà plein, quoi, donc ce serait juste une écotaxe de plus. On va restreindre notre liberté à prendre l'avion, par exemple. Donc on va perdre un peu notre liberté de circulation, ça c'est prévu. La question des voitures autonomes, ça va aussi être une perte de liberté de circulation. Sans gagner en sécurité, puisqu'on sera à la merci du premier bug venu, et on sait ce que c'est une machine, on sait comment ça peut bugger à tout moment et tout le temps. On voit ça avec notre ordinateur, ou avec notre voiture, qui est bourrée d'ordinateurs aussi. Et sous le fallacieux nom de sécurité, on va nous voler notre liberté de circuler comme nous voulons en voiture, parce qu'on pourra être téléguidé. On n'ira plus où on veut sur les routes.
Tout ça, évidemment, sera au détriment de notre liberté et de notre sécurité. Parce qu'en général, on accepte des restrictions de liberté pour une sécurité accrue, mais en l'occurrence, je pense que c'est tout à fait faux. Alors, comment se défendre contre cette attaque, contre ce conditionnement des esprits qui commence vraiment... Et là, nos jeunes sont complètement sous hypnose. Dès l'école maternelle, on leur explique que les ours polaires disparaissent, etc., etc. Alors, comment on fait pour se défendre? Pour se défendre, on étudie et on se rend compte que la climatologie n'est pas une science. Donc, on va lutter contre la croyance qui nous fait accepter des choses inacceptables. C'est ça, en fait, qu'on doit faire. On doit lutter contre notre propre croyance et la croyance des gens autour de nous dans cette religion du développement durable qui a été petit à petit introduite et qui est complètement, je dirais, transpartisane au niveau politique. C'est une religion commune. C'est comme la religion de la République maçonnique. C'est exactement la même chose pour l'écologie. C'est quelque chose que tout le monde partage absolument. C'est la religion commune qui va aussi avec la laïcité. Et donc cette toute-puissance de tout ce qui se fait passer pour scientifique. Pour lutter contre les croyances des gens dans ce réchauffement climatique, pour s'échapper de ce conditionnement, il faut démontrer que la climatologie n'est pas une science au sens où ça nous apporterait une vérité ou quelque chose d'objectif. C'est une idéologie qui se fonde sur des chiffres arbitraires et qui a été petit à petit tissée pour nous emmener vers cette idée que les ressources de la Terre sont limitées et organiser ce rationnement pour faire augmenter les prix et nous maintenir toujours plus ou moins dépendants. Alors comment fait-on pour inventer une science quand on est au XXe siècle et trouver des trucs tangibles sur lesquels s'appuyer pour pouvoir dire en fait qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, d'où on va sortir nos chiffres, comment on va faire pour être crédible en fait? Eh bien on va parler d'archives glaciaires, figurez-vous, qu'on va supposer que dans les calottes glaciaires, il y a des petites bulles avec une concentration en CO2 et que cette concentration en CO2 de ces petites bulles coincées dans la glace depuis plusieurs millions d'années, en les analysant, on va pouvoir savoir exactement la température qu'il faisait sur Terre il y a plusieurs millions d'années. Donc voilà, vous pourrez par exemple regarder cet exposé de Frédéric Parnin du laboratoire de glaciologie et géophysique. Donc voilà, lui il est spécialiste dans la glace. Et donc il y a maintenant encore une autre nouvelle science qui s'appelle paléoclimatologie. On est spécialiste du climat d'il y a plusieurs millions d'années, quoi. Donc ça peut être intéressant, mais ça demande d'accepter d'abord plusieurs présupposés. Se fonder sur ces relevés pose plusieurs problèmes des centaines de problèmes pour supposer prévoir le climat de demain. Premièrement, quand on extrait une carotte de glace, on ne peut pas... on doit supposer, dans leur cas, que la formation de la glace s'est faite uniformément dans le temps. C'est-à-dire que quand on va creuser une carotte de glace, n'importe où sur la calotte, ce sera comme gradué et à certains
à telle profondeur, ça représentera telle échelle, enfin telle date sur la frise, c'est l'échelle de temps, c'est-à-dire que pour croire en cette méthode, il faut croire que la glace, la calotte glaciaire, s'est formée une fois pour toutes uniformément, en fait. Et que il n'y a jamais de variabilité dans le temps, il n'y a jamais tout à coup 10 mètres ou 20 mètres de glace qui vont disparaître ou apparaître. Donc on doit faire comme si. Deuxièmement, on doit faire comme si les températures prises au pôle sont représentatives d'un climat mondial, aujourd'hui ou à l'époque. En quoi les températures, les variations de température au pôle sont-elles représentatives du climat mondial? Comment le sait-on? Est-ce qu'on en est sûr? Sur quoi se base-t-on pour dire ça? Troisième chose, il faut faire aussi comme si dans la glace, il n'y avait aucun micro-organisme qui pouvait interférer avec le gaz coincé dans cette bulle de glace. Or, il se trouve qu'il existe des tas de micro-organismes vivants ou morts, ne serait-ce que des débris qui peuvent aussi émettre des gaz en se décomposant, et donc leur existence même invalide juste le procédé de prélèvement de bulles de gaz dans la calotte glaciaire. Bon, c'est pas grave. Si on a accepté que les carottes sont graduées exactement, si on a accepté que les températures au pôle seront représentatives d'un climat mondial, si on a accepté que les micro-organismes n'interfèrent pas dans la composition gazeuse des bulles, il faut encore accepter derrière que la théorie du réchauffisme est entièrement fondée sur un modèle informatique, tout comme on s'est fondé sur un modèle informatique pour le rapport Meadows, pour établir qu'il y a des limites à la croissance. C'est un calcul qui a été fait, tout comme Thomas Malthus a fait un calcul pour déclarer que la Terre était en surpopulation au XIXe siècle. Donc je vous donne encore un exemple de choses à accepter pour croire en cette prophétie réchauffiste. Il faut considérer que le modèle informatique est fiable, que les données qu'on a relevées sont fiables, qu'elles veulent dire quelque chose, et que la programmation, le programmateur du modèle a vraiment compris tous les facteurs qui interagissaient sur le climat, les a tous rentrés dans l'ordinateur, et puis on a un espèce de truc parfait qui va sortir de la machine et qui est capable de nous prédire l'avenir, en fait. Donc ça, c'est la dernière chose qu'il faut, la dernière croyance, c'est un exemple, hein, c'est pas la dernière, mais c'est le dernier exemple que je vous donne, de croyances qu'il faut avoir pour croire en ce réchauffisme. Donc là, je vous ai mis en arrière-plan plusieurs endroits où vous pouvez aller regarder. Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.